Ce qui me frappait aussi, c'était la densité des émotions lors d'un match de football. Parce qu'il est vrai que pendant 1 heure et demie, vous pouvez éprouver dans le temps court du match toutes les émotions que vous pouvez éprouver dans le temps long et distendu d'une vie. La joie, la tristesse, l'angoisse, la révolte contre l'injustice. Et tout cela se manifeste par des expressions, une exis, des gestes particuliers. Et donc c'est vrai que c'était un lieu pour étudier les émotions et la manière dont elles arrivaient aux spectateurs de façon tout à fait vive et intéressante. Donc c'est pour ça que, si vous voulez, ça m'a beaucoup intéressé de voir comment s'exprimaient ces émotions, à la fois par le geste, par la parole, par les slogans, par les banderoles, par tout ce qui pouvait, à ce moment-là, permettre d'extérioriser ces émotions, et donc cette gestualité notamment, et ces expressions du visage qui me fascinaient quand je regardais les spectateurs ou les supporters pendant un match de football. Donc faire le plein d'émotions, c'est un petit peu, si vous voulez, aussi ce que l'on trouve dans ce spectacle qui dure 1 h 30. 1 h 30, c'est le temps de la tragédie, c'est le temps du film, mais en même temps, là, c'est quelque chose qui se passe en réalité sous nos yeux, et d'autre part auquel on adhère. Alors, vous savez, c'était Henri Gouillet, je crois, qui disait qu'au théâtre, il faut adhérer pour que ce soit intéressant. Parce que c'est vrai, sans ça, si vous dites non, écoutez, c'est uniquement une histoire qui n'est pas vraie, bon, il faut que vous ayez un contrat de complicité qui se crée au théâtre. Mais là, ce contrat de complicité, si j'ose dire, il est surmultiplié parce que ça se déroule en direct sous vos yeux. Et ce n'est pas quelque chose qui peut être répété comme auparavant. Alors, cette notion d'émotion m'avait intéressé, et cette notion aussi de passion. Ce qui fait que je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce que c'est que cette société dans laquelle nous vivons, où les gens ont des passions? Et en définitive, c'est comme ça qu'ils l'expriment, d'où le terme. Ce n'est pas seulement des émotions, parce que l'émotion est quelque chose de minuté, d'immédiate, tandis que la passion, c'est quelque chose d'inscrit dans le temps. Qu'est-ce que c'est que cette société où il faut avoir une passion? Parce que si on n'a pas une passion, on est regardé un peu de travers. Qu'est-ce que c'est que cet individu qui ne bricole pas, qui n'est pas passionné par le bricolage, par le jardinage, par, je ne sais pas, le football, par l'informatique? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et alors, c'est tout à fait étonnant parce que les passions ont chez les philosophes traditionnels, anciens, mauvaise réputation. La passion, c'est ce qui nous détourne du savoir, c'est ce qui nous encombre, etc. Donc, tous les grands philosophes ont une vision extrêmement négative des passions. Or, aujourd'hui, au contraire, il faut avoir une passion, mais une passion ordinaire, c'est-à-dire une passion qui ne soit pas quelque chose qui choque. Ça ne peut pas être la perversion sexuelle qui soit une passion. Non, une passion ordinaire qui soit, je ne sais pas, le fait de faire des dictées pour voir qu'on est très fort en orthographe, ou bien le fait d'aller au match de football. Oui, lui, il est passionné par le football, lui, il est passionné par l'orthographe, lui, il est passionné par l'ethnologie. Bref, il faut avoir une passion. Si vous n'avez pas de passion, ben, mon Dieu, il vous manque quelque chose. Vous êtes certes sympathique, mais enfin, par quel bout va-t-on vous prendre, etc. Et donc ça m'a intéressé de voir également ce que mettaient en jeu ces passions ordinaires. Et c'est pour ça que j'avais réuni un certain nombre de collègues pour écrire sur ces passions. Alors il y en avait qui avaient la passion de la généalogie, d'autres des animaux domestiques, d'autres de l'orthographe, d'autres du bricolage, d'autres du football, d'autres du rock, etc. Donc, et pas encore d'ailleurs
du téléphone portable, si vous voulez, avec tous ces jeux. Là, c'est une passion que je n'avais pas étudiée. Le livre date de 98 et il n'y avait pas encore cette diffusion, en France au moins, du téléphone portable et avec tous ces jeux et toutes ces possibilités de contact. Donc, cette passion, alors, à partir de là, je me suis dit, mais en définitive, il y a pas mal d'antagonisme entre les sociétés et voire les civilisations. À quoi ça tient? À quoi ça tient alors qu'on est dans une période où au contraire on a une internationalisation, une globalisation, comme l'on dit, de plus en plus forte, où les vêtements se différencient peu, enfin se différencient quand même, hein, avec le hijab on en a parlé, mais où on voit les mêmes matchs de football, et d'autre part il y a une crispation sur les frontières. Il n'y a jamais eu autant d'antagonisme, enfin jamais, si, il y a eu des périodes, mais c'est une période d'antagonisme fort entre sociétés. Quand on parle d'une autre société ou d'une autre civilisation, on sent ces crispations. À quoi ça tient? Et alors, il y a un monde, et là on change d'échelle, qui m'a paru intéressant à étudier sous ce rapport, c'est le monde méditerranéen. Pourquoi? Parce qu'on a c'est à la fois un terrain très large, où on a une même origine religieuse, le judaïsme, le christianisme, l'islam, et en même temps des tensions extrêmement fortes. Des tensions extrêmement fortes qu'on considère les tensions entre monde chrétien et monde musulman, qu'on considère, on voit ce que donnent les migrations à travers la Méditerranée avec ces gens qui meurent et qui se noient année après année, c'est épouvantable. Et d'autre part, la manière dont ils ne sont pas accueillis ou mal accueillis en Europe. Des tensions aussi internes, quand on prend un pays comme le Liban avec ses oppositions entre chrétiens, sunnites et chiites, quand on prend aussi ces oppositions sunnites-chiites à l'échelle du Moyen-Orient, quand on prend les oppositions entre les Grecs à Chypre et d'autre part les Turcs dans la partie septentrionale de l'île. Bref, on est dans un monde de tensions fortes alors qu'au contraire, il y a une sorte de dissémination des mêmes modes de vie ici et là. Et donc, je me suis beaucoup intéressé à l'anthropologie de la Méditerranée en essayant de voir comment ces tensions passionnelles, c'est pour ça qu'on va faire le lien, ces tensions passionnelles, comment les interpréter. Parce que si vous voulez, ce qui me déplaisait dans l'anthropologie de la Méditerranée, c'était de voir soit quelque chose qui avait toujours pour objet le dialogue des civilisations. C'était un petit peu les Andalousies perdues, ça c'était le discours de Jacques Berck, ou encore la Sicile avec cette terre de rencontre entre islam et christianisme. Et c'est vrai qu'on a des témoignages de cela qui sont réels, mais en même temps, pas la prise en compte de ces conflits et de ces oppositions, avec toujours la tentation, si vous voulez, de neutraliser cet aspect de la vie des sociétés, de montrer au contraire, en définitive, que tout se passe bien et que, au contraire, tout cela est relatif, et donc les exemples qui étaient donnés, c'était les exemples d'harmonie entre ces différentes croyances, coutumes, sociétés. D'où l'idée de voir un peu quelles étaient les raisons et les origines de ces affrontements. Et alors, en voyant comment ces sociétés s'étaient définies les unes par rapport aux autres, les unes contre les autres en définitive. Et donc,
quand on voit par exemple, bon, vous savez à quel point c'est sensible le problème du cochon, vous m'en parliez pour les Philippines, et à quel point c'est un thème, si vous voulez, extrêmement sensible dans les sociétés méditerranéennes. Vous savez, je vais donner un aspect de ma vie personnelle, je fais les maraudes des restos du cœur. Le soir, donc, on va dans les rues distribuer de la nourriture à des gens qui ont faim, n'ont rien à manger. Mais je m'aperçois à quel point le tabou du cochon demeure quelque chose d'extraordinaire auprès des gens d'origine nord-africaine qui n'ont pas dîné. Et à vrai dire, c'est évidemment très difficile parce que nous passons d'abord dans les boulangeries ou dans les magasins qui en servent pour prendre des sandwichs. Mais les sandwichs, très souvent, c'est au jambon, au saucisson, donc avec de la viande de cochon, de la charcuterie de cochon. Et donc là, il y a un refus absolu, autant, si vous voulez, l'alcool, bon, n'est pas trop une barrière, autant le cochon, alors là, c'est quelque chose d'impossible et une censure forte qui s'exerce sur le cochon. Et alors, quand on regarde comment ces sociétés se méprisent les unes les autres, en définitive, ou ont des difficultés à communiquer, on s'aperçoit qu'elles se sont définies les unes les autres par un certain nombre de différences. Et que ces différences ont été créées pour s'opposer à l'autre société. Prenons par exemple le cas de l'alcool, quand on regarde ça dans la trajectoire de l'islam. Bon, au début, Mahomet n'est pas trop contre le vin, puis après, en effet, ça devient une interdiction. Une interdiction pour se démarquer des juifs et des chrétiens. Mais encore, d'ailleurs, les juifs ne boivent pas n'importe quel vin, donc il y a là, si vous voulez, toujours ce triangle entre juifs, musulmans et chrétiens, se démarquant les uns des autres par une série de coutumes. Alors ça peut être le statut du corps, ça m'a aussi beaucoup intéressé pour le statut du poil, dans la mesure où vous voyez comment le clergé dans le christianisme romain est un clergé imberbe, sauf les missionnaires. Il a fallu sauf les missionnaires donc au XIXe siècle qui pouvaient porter la barbe, mais sans ça, si vous voulez, la règle, c'est que les clercs ne doivent pas porter la barbe. Et donc, d'ailleurs, vous avez une salle dans les monastères, une salle de rasure, qui était quelque chose, si vous voulez, non pas de fréquent, mais de permanent dans tous les monastères, avec des rythmes d'ailleurs de rasage variables selon les ordres. Donc, et à l'inverse, d'ailleurs, le schisme de 1054 avec l'Église de Byzance porte entre autres sur le statut du poil, puisque les clercs à Byzance peuvent porter des cheveux longs et avoir une barbe. Et en islam aussi, donc, il y a cette différenciation par le statut du poil, et au contraire, des gens croyants doivent porter la moustache et la barbe, mais encore d'ailleurs une moustache qui ne doit pas pénétrer dans la bouche, parce qu'à ce moment-là, il pourrait y avoir des bactéries ou des microbes qui rentrent dans la bouche par le biais de la moustache, contrairement aux aléars, donc aux yazidis aussi, qui peuvent avoir des moustaches qui, eux, tombent ont des moustaches plus longues, et donc là, il y a aussi un moyen de différenciation. Donc mon idée, si vous voulez, à travers la Méditerranée, c'est que ne chantons pas l'unité de la Méditerranée par une série d'exemples comme l'Andalousie et la Sicile, mais voyons ces différences qui sont des différences pour se différencier. Et non pas, et montrons bien historiquement aussi que ça a été pour se différencier qu'on a utilisé ces éléments et non pas pour des raisons fondamentales qui auraient fait que d'un côté il y aurait du pur et de l'autre côté de l'impur, etc. Non, ça a été au début pour se différencier qu'on a utilisé ces moyens qui touchent à l'apparence ou bien qui touchent à la nourriture et qui font qu'il y a ces blocages que l'on repère, si vous voulez, quand on va dans des lieux où on voit des gens qui sont mal à l'aise parce que les coutumes ne sont pas celles qu'eux-mêmes ont.
Alors à côté de ça, évidemment, il y a la Méditerranée plus classique des anthropologues, à travers une série, si vous voulez, de thèmes. Et là, bon, bah, c'est un travail intéressant qui a été fait par Julian Pitt Rivers, par Jean Peristiani aussi. Donc, et tout ça est parti de l'Angleterre. Peristiani était à ce moment-là en Angleterre. Et donc, qui a pris un certain nombre de thèmes caractéristiques des sociétés méditerranéennes dans leur ensemble. Ça a été Honor and Shame, l'honneur et la honte, et puis donc aussi les familles et ce sentiment familial dans les sociétés méditerranéennes, cette proximité, épouser au plus proche, etc. Donc là, toute une série de thèmes qui permettaient donc de voir le noyau de représentation et de coutumes communes à l'ensemble de l'ère méditerranéenne. Mais à mon avis, ce qui fait la caractéristique des sociétés méditerranéennes, c'est précisément ce jeu de différences complémentaires qui font que on se définit ici par rapport à l'autre qui est un voisin souvent proche, et cette définition de l'autre n'est pas une définition substantielle, mais une définition relationnelle. Et donc, peut-être briser ce mur de relations artificielles, si vous voulez, qui a été créé en montrant que ça n'est pas très grave, contrairement à ce que l'on pense. Et donc, que si ça n'est pas très grave, on peut à ce moment-là arriver à des formes d'entente, plutôt que de dire l'entente est préexistante. Non, l'entente n'est pas préexistante. Et donc, voilà ce que j'ai essayé de faire en ce qui concerne le monde méditerranéen, ce qui n'est pas très bien vu, hein, d'ailleurs. Parce que, oui, alors, la Méditerranée intramuréenne, c'est précisément, si vous voulez, pour, d'une part, parler de l'Andalousie et des Andalousies perdues, et d'autre part, haine, parce que, hélas, c'est ce qui apparaît assez souvent aujourd'hui dans le monde méditerranéen. Et donc, c'est une haine que je voudrais voir régresser, mais non pas en la niant, mais plutôt en montrant, si vous voulez, que bon, bah, ces différences, en définitive, sont complémentaires et non pas des choses essentielles.